Bonjour. Aujourd'hui, je me lance un challenge, celui de passer un examen en me mettant dans la peau d'un élève. Donc là, aujourd'hui, je me lance ce challenge de coder un jeu de cookie clicker en JavaScript orienté objet et dans un délai d'1 heure. Ça ne veut pas dire que cette vidéo va durer 1 heure, pour une raison simple, je vais tricher. Je vais tricher en utilisant ChatGPT, qui est le truc à la mode dans l'univers des tricheurs et dans l'univers des élèves, et donc forcément dans l'univers des profs. Selon le principe de connaître ton ennemi pour pouvoir mieux combattre ton ennemi, je peux considérer que l'élève tricheur est mon ennemi et que tous les outils qui peuvent l'aider à tricher sont mes ennemis quelque part. On peut après philosopher en se disant que c'est plutôt l'ennemi de l'élève en lui-même. Je ne vais pas donner des, je vais peut-être donner des conseils pour bien tricher, mais ça, de toute manière, ils n'auront pas forcément attendu que je fasse cette vidéo pour le faire. Mais je vais jouer le jeu de justement essayer de tricher, essayer de ChatGPT pour tricher et pour voir un petit peu ce que ça donne en tant qu'outil de création de code. Bon, voilà. Alors, pour des raisons pratiques, parce que ChatGPT a de plus en plus de problèmes par rapport à son, comment dirais-je, à la surcharge qu'il va avoir. J'ai en fait déjà filmé, enfin déjà enregistré ma session, j'ai déjà suivi le truc, c'est-à-dire que j'ai posé un certain nombre de questions, j'ai enchaîné les questions, j'ai été interrompu parce que des fois ChatGPT a des problèmes de connexion, etc. Donc j'ai enregistré déjà la session, j'ai déjà testé, et puis ensuite maintenant je fais la vidéo à partir de ces réponses évidemment. Alors la première question, c'est de se poser évidemment la question de qu'est-ce que c'est que Cookie Clicker, si jamais on ne connaît pas les règles. Donc effectivement, il m'explique que, il me remet dans un contexte, que c'est un jeu, je ne pas tel que c'est, mais assez débile, où il faut cliquer sur un cookie pour gagner des cookies, enfin sur une image de cookie pour gagner des cookies, et plus on clique sur le cookie, plus on a de cookies, et au bout d'un moment, on a assez de cookies pour s'acheter une grand-mère. Ouais. Euh, Grand-mère qui fait des cookies, donc qui nous aide à gagner de plus en plus de cookies. Au bout d'un moment, on peut racheter notre grand-mère, ou au contraire mettre de côté pour finir par acheter une usine, et puis on clique, on clique, on clique, et puis voilà, c'est tout. Le jeu est d'un intérêt monstrueux. Certains aiment, semble-t-il, puisqu'il est devenu très populaire et addictif, semble-t-il. Bon, j'avoue que c'est pas mon trip, mais en tant qu'examen JavaScript, c'est tout à fait crédible. Alors après, évidemment, je continue ma triche. J'aimerais bien savoir comment programmer un jeu de ce type en JavaScript. Donc là, ChatGPT, comme souvent quand on l'interroge, va nous donner des conseils très génériques, nous expliquer typiquement qu'il faut commencer par créer un fichier HTML. Hop, ce que j'ai fait évidemment aussitôt. J'ai quand même si je veux tricher, j'ai quelques notions. J'ai parfois entendu ce qui se passait pendant les cours, entre deux parties de LOL, par exemple. Oui, il y a de la vanne, hein, là je me venge hein, sur les élèves, sur certains en tout cas. Donc là, donc je sais que je vais avoir besoin d'un fichier HTML, d'un fichier JavaScript, d'un fichier CSS. J'ai donc déjà créé les fichiers. Pendant que ChatGPT m'affiche tous ces trucs à 2 à l'heure, j'ai pris un petit peu d'avance. Quand même, hein. Il me dit ensuite qu'il me faut JavaScript pour créer la logique du jeu, ce qui est à peu près logique. Là, c'est le prof qui parle. Il me conseille d'utiliser un framework ou une bibliothèque JavaScript. Par contre, il me conseille jQuery, donc ça m'a fait un peu rigoler. jQuery en 2023, c'est pas forcément ça, hein, bien sûr. Ça marche toujours, hein, c'est vrai, mais bon. Ensuite, il me dit que je dois avoir des variables ou des objets JavaScript. Euh, donc ça tombe bien puisque mon sujet est orienté objet. Que ensuite, je vais améliorer l'expérience utilisateur en rajoutant des animations, etc. Et créer des fonctions pour bien organiser mon code. Jusque-là, c'est très bateau, c'est très bien, mais c'est un peu ce qu'on dit aux élèves au départ. Alors, quel serait le code HTML de ça? Alors, voilà le code du HTML. Oh tiens, copie code, on attaque, tac, on copie le code. Et là, du coup, tout de suite, vous voyez que s'il veut bien se rafraîchir, j'ai bien mon code, effectivement, qui s'affiche. J'ai bien une interface qui s'est mise en place. Mise en place relativement correctement. Vous avez des boutons, vous avez des zones.
toutes les zones dynamiques possèdent des identifiants qui sont relativement bien nommés malgré tout, enfin qui sont bien nommés, etc. On a un truc qui est, on va dire, relativement propre, bien sûr. Ensuite, alors il me donne quelques explications sur ce que c'est que le HTML, mais ça je m'en fous, moi, je vais aller à l'essentiel, hein, bien sûr, je suis un élève tricheur, j'ai envie de passer à autre chose très vite, donc suggère-moi une CSS. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'il faudrait commencer par faire. Il faudrait pas ce qu'il nous a dit au départ, hein, d'abord. euh, on fait d'abord le JavaScript et puis après on améliore l'expérience utilisateur. Mais bon, moi je veux de la CSS tout de suite parce que c'est quand même plus joli. Hop, tac, j'ai tout compris, hein. Ici, et donc dans ma CSS, paf. Ah mince, il m'a pas dit comment, je vais pas demander non plus, mais je me souviens vaguement d'un truc genre balise link. Tiens, j'ai link de point CSS, parce que j'ai aussi des assistants sur mon éditeur de code. J'ai pas mis copilote parce que bon, mais j'aurais pu. Et là, j'ai effectivement une interface qui se tient relativement logique. J'ai un bouton pour faire un cookie. J'ai mon nombre de cookies qui s'affiche en gros ici. Et j'ai ma grand-mère qui est prête. J'ai mon usine qui est prête, même si les boutons sont inactifs au départ, ce qui est forcément logique. Très bien. Tout ça n'ayant pris que quelques minutes, bien entendu. Alors après, je lui demande, bah, voilà, en utilisant du Vanilla JavaScript objet orienté objet, donc pas de framework ou quoi que ce soit, je lui demande le code pour ma logique de jeu. Et alors là, il me fait effectivement tout un gros pâté. Hop, allons-y. Que je copie ici, que je colle ici, pardon. Donc on a même un bouton copie-code, hein, je n'avais pas vu au tout départ. Et effectivement, il me crée une classe game qui sera instanciée à l'après, avec un constructeur qui met en place tout un tas d'attributs pour ma CSS, et puis un écouteur, enfin une méthode pour les écouteurs des vêtements, une méthode pour cuire mon cookie, enfin pour ouais, cuire mon cookie, qui appelle une méthode pour rafraîchir l'affichage. C'est là où avec Vue.js ça se fait tout seul, mais bon, voilà, lui il fonctionne comme ça. Je ne vais pas demander d'utiliser Vue.js, hein, donc, il me fait une mise à jour, enfin la possibilité d'acheter mes upgrades, c'est-à-dire ma grand-mère entre autres, et la possibilité de mettre à jour les boutons. Bref, il y a déjà pas mal de choses. Si je clique, il ne se passe rien parce que, ah oui, je me souviens, ça en cours aussi. Pour qu'un script fonctionne, il faut qu'on l'utilise. Script src, c'est ça, je crois. Mon fichier s'appelle game. Hop, voilà. Et là, du coup, ah bah, je sais déjà, je peux faire cuire mes cookies. Merveille. Bon, ben, voilà. Voilà, alors il me raconte tout un tas de blabla. Alors de temps en temps, il s'interrompt. Le mot-clé magique, c'est continue. Euh, Le mot essaye encore marche bien aussi dans certains cas, ou réessaye, ou refait, ou suggère-moi autre chose. Donc là, il m'a zappé un CCDI, mais c'est pas grave. Je lui demande quand même que le bouton grand mât devrait s'activer au bout d'un moment. Ah oui, c'est tout à fait possible de le faire. Alors il m'explique qu'on pourrait utiliser, oh là, ça fait beaucoup de choses à lire. Donne-moi le code, s'il te plaît. Alors voilà le code. Bon bah clac. Ah mince, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse de ce code? Là, la classe game. Alors attention, il y a un piège. Euh, alors, il faut modifier mon upgrade cookie counter. Il faut commencer à réfléchir là. Alors, mon upgrade, non, mon update cookie counter, c'est lui qui va faire une vérification pour déverrouiller un truc. Et il me faut ça ici. Ok. Pas tout compris. Mais apparemment, quand je mets à jour mon affichage, je demande à vérifier. Ici, bon bah allons-y, hein. Le plus long dans cet examen, c'est de cliquer en fait. On aurait dû préciser moins de 100, enfin au bout de 20 cookies, parce que là, il y a un moment, je vais avoir une crampe. Donc là, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique. Ah, le bouton s'active. Tac. Mince, j'ai perdu des cookies. Mais, ben non. Oh, bah alors, ChatGPT, ChatGPT, j'en étais là. Alors, attends, j'en étais là.
Mon bouton est actif, mais j'aimerais bien qu'il serve à quelque chose ce bouton, parce que le fait qu'il soit vert, c'est bien, mais... Alors, il faudrait rajouter à la classe game pour augmenter la production de cookies. Alors, dans Bake Cookie, elle est où Bake Cookie? Oh là là, faut réfléchir un peu quand même. Donc là, Bake Cookie va utiliser le multiplier de grand-mère, je sais pas quoi, et le Buy Upgrade. Buy Upgrade, pas l'air d'avoir changé. Bon. Et alors du coup, bah allons-y. Maintenant que je peux acheter une grand-mère. Il va falloir que je regagne des sous pour aller acheter une grand-mère. C'est long. Oh, je construis des cookies 2 fois plus vite. Ça devient intéressant d'avoir une grand-mère, finalement. Alors là, rachète une autre grand-mère. Oh là, ouais. Alors là, maintenant, c'est la multiplication des cookies. Bon, bah voilà, j'ai fini l'examen. Ah, bah j'aimerais bien conserver le score dans le local storage, parce que ça serait bien pour se faire pousser auprès du prof. Là, il me dit qu'il faut rajouter, sauvegarder le score avec une fonction load data dans mon constructeur. Ah, mon constructeur, et là j'ai une save data et une load data. Alors il me met ça, je sais pas trop où. On va mettre ça en vrac ici. Est-ce qu'on essaye de comprendre? Save data nous met dans le local storage, load data nous charge depuis le local storage et nous demande de rafraîchir les compteurs. Bon, bah, voilà. À partir de là, si je rafraîchis mon jeu, je retrouve les cookies que j'avais avant parce que j'ai évidemment fait des essais pour la vidéo et donc je retrouve bien mes cookies précédents. Vous voyez que là j'ai 55 cookies, mais si je rafraîchis ma page, je retombe à 22, c'est-à-dire le nombre que j'ai actuellement dans le local storage. J'ai oublié de le vider en tournage de la vidéo, bien évidemment. Donc là, ça fonctionne, bon bah c'est parfait. Par contre, la méthode saveData n'est jamais appelée. Eh oui, là j'ai réfléchi en me disant, bah, il a bien appelé, on le constate, la méthode loadData. Par contre, le saveData, oui, elle existe, mais personne ne l'appelle. Là, j'ai déjà fait preuve d'une certaine intelligence en tant qu'élève. Je triche, mais j'ai réfléchi un peu. C'est un peu les limites de l'exercice. J'aurais pas dû réfléchir, j'aurais dû livrer ça tout de suite au prof, mais je vais réfléchir quand même un petit peu pour la fin, en me disant que, bah, en lui demandant, bah, est-ce que, voilà, comment faire pour modifier le save data. Alors là, il me suggère quoi? Ah, il y a du code, il y a du code, bah, je vais prendre le code. Qu'est-ce qu'il me dit? Add event listener before unload. Ah, c'est pas bête ça. C'est-à-dire, hop, avant de quitter la page, before unload, on va activer le save data. C'est-à-dire que si je ferme mon navigateur ou si je ferme mon onglet, ce que je vais faire tout de suite, non c'est pas ça, je vais tout fermer, voilà, et je vais relancer, je vais relancer, et en relançant, on va constater que j'ai bien mes 22 cookies. Là, je referme mon onglet, je relance mon onglet, et je retrouve bien mes 46 cookies. Et mes grands-mères, puisque vous voyez que j'augmente encore mon nombre de grands-mères. Bah, ça, c'est pas mal. Au bout d'un moment, je valide, et plaf, je peux me racheter une grand-mère. Bon, bah voilà. Alors, je m'arrête là. Je peux déjà tirer plusieurs conclusions de ma petite expérience qui confirment un petit peu ce que je me doutais des autres expériences que j'ai faites et des discussions que j'ai eues avec les élèves qui s'en servent déjà. Mais ChatGPT est un outil effectivement intéressant, relativement efficace, entre autres, car très rapide, bien entendu, dans ses réponses. Alors, il s'ajoute à la batterie de possibilités existantes que nous avions déjà, comme bah, bien sûr Google et autres moteurs de recherche, Stack Overflow bien sûr, où on peut poser des questions, voire trouver des réponses déjà faites, bien évidemment, voire GitHub bien sûr, où on peut trouver des projets déjà faits.
trouver un projet de cookie clicker en JavaScript sur GitHub, à mon avis, c'est assez facile. Et on peut en trouver même de très bonne qualité, bien entendu. Et ça, c'est un autre débat. Dans tous les cas, le code qu'on récupère n'est souvent qu'une base de départ qu'il faut comprendre un minimum pour exploiter au mieux. J'ai joué un petit peu le naïf par moment. Effectivement, il nous donne trois lignes. Bah, il faut savoir à quel endroit mettre ces trois lignes, bien sûr, pour que ça puisse être abordable. Ça va pas juste prendre le tout et écraser le tout, ce qu'on a déjà, bien entendu. Il faut quand même savoir comment s'articule notre code pour pouvoir glisser au bon endroit ce que l'on veut, bien sûr. Donc ça, c'est ce que je me doutais, et ce que, évidemment, voilà. Euh, il faut donc également aussi réfléchir pour poser les bonnes questions. Voilà, encore au tout début de mes essais, je demandais rapidement un truc, genre bah, donne-moi tout ça, et puis ça allait pas. C'est vraiment un outil de discussion, c'est-à-dire qu'il faut lui reposer les questions, affiner, poser des questions relativement technique et assez pointu si on veut des réponses évidemment techniques et pointues. Ça évite d'écrire le code, mais il faut poser la question qui arrivera au bon code. Et c'est là où il y a un minimum de réflexion bien évidemment à faire. Qu'on gagne du temps si on pose les bonnes questions, mais il faut quand même connaître les notions techniques pour poser justement ces bonnes questions. Accessoirement, il arrive souvent et de plus en plus souvent que il ne fonctionne pas tout simplement pour différentes raisons, principalement des raisons de saturation bien entendu. On parle beaucoup de ChatGPT, que ce soit dans le milieu scolaire évidemment, mais pas que. Du coup, beaucoup de gens comme moi font des expériences avec, s'en servent. Le nombre d'élèves qui ont un ou deux onglets de chat GPT ouverts avec des chats différents, des discussions différentes, etc. J'en ai de plus en plus. Moi-même, j'ai rajouté chat GPT dans mes favoris il y a quelques heures. Euh, Pendant les préparations de la discussion, donc du coup ça consomme évidemment des ressources qui sont très sollicitées chez ChatGPT bien sûr, et du coup il y a eu des coupures, il y a des moments où il m'a refusé de me répondre parce que c'était interruption pure et simple. J'ai écrit cette conclusion un petit peu avant de la faire et je voulais me replonger dans mon code et voilà ce que je n'invente rien. Voilà ce que j'ai quand je me suis revenu sur ChatGPT pour aller scroller un peu le truc. En gros, et ben là, ChatGPT est totalement planté, du moins sur ma connexion. Sous-entendu, il y a un problème chez ChatGPT. Vu l'heure qu'il est, c'est-à-dire 16 heures en France, il doit être 10 heures à peu de choses près aux États-Unis. Donc les étudiants américains se lèvent et les profs américains aussi et toute l'Amérique et du coup ça fait une manne de personnes qui vont solliciter ChatGPT et peut-être que c'est lié à ça bien sûr. Si je rafraîchis peut-être que c'est reparti, hein. Oui c'est reparti, mais vous voyez ce genre de message qui apparaît de plus en plus souvent, c'est-à-dire ils sont sollicités. Ici toutes les conversations que j'avais déjà ont disparu dans la foulée. Seule la dernière, mon cookie clicker en l'occurrence, est active, mais on a effectivement cette problématique qui, manque de bol, si ça tombe le jour de l'examen, euh, plante l'examen de l'élève qui n'a rien préparé, bien sûr, tant pis pour lui, et quelque part. On parle déjà d'options payantes aussi de ChatGPT, puisque Microsoft, entre autres, investit massivement. Quand il parle de massivement, le dernier chiffre qui tourne, c'est 10 milliards de dollars. Donc évidemment, ils vont avoir un retour sur investissement ou une envie de retour sur investissement. Et donc forcément, des options payantes vont arriver et limite tant mieux, et c'est normal, bien entendu. Jusqu'à ce que le concurrent arrive aussi. J'imagine que Google ne va pas être enfin, est déjà sur le coup depuis un moment. Enfin bon, donc tout ça est à suivre. Pour les élèves, un seul conseil, vous en servez de toute façon, vous vous en servez. Donc ça, je peux rien dire contre, mais essayez de vous en servir avec intelligence, c'est le seul conseil que je peux vous donner, et de ne pas forcément négliger évidemment les apprentissages qui vont autour, bien sûr, de ça. Voilà. Conclusion de la conclusion, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de ChatGPT, de tout ce que ça va autour, en tant que formateur déjà d'une part, en tant qu'élève bien entendu, et puis en général bien sûr. Je continuerai sans doute à explorer bien entendu ChatGPT et à l'utiliser sans doute
moi aussi, bien sûr. À très vite.